Alors on continue avec le Rambam. Étude du jour, Sefer HaMitzvot. 3 Tevet, 5786. Comme moment positif numéro 199, il s'agit comme moment nous enjoignant de restituer un gage à son propriétaire juif chaque fois qu'il en aura besoin. Si le gage est un objet dont on se sert pendant la journée, comme les instruments de son travail ou de sa profession, on les lui rendra pendant la journée, en ne les conservant comme gage que durant la nuit. Si le gage est de ceux dont on a besoin pendant la nuit, par exemple des couvertures ou des vêtements de lit dont il se sert pour dormir, on les lui rendra pour la nuit, en ne les conservant en gage que pendant la journée. La Miklita dit à ce sujet, au soleil couchant, tu les lui rendras. Ce texte se rapporte à un vêtement de jour que tu lui rends pour toute la journée. D'où tirons-nous qu'un vêtement de nuit doit être rendu pour la nuit entière? De ce verset de la Torah, tu es tenu de lui rendre au coucher du soleil. C'est de ce verset que l'on conclut qu'il faut prendre en gage un vêtement de jour la nuit et un vêtement de nuit la journée, et que le premier doit être restitué pendant la journée et le deuxième durant la nuit. Dans la Gemara Makot, nos maîtres expliquent que le verset notre point dans sa maison pour lui prendre son gage est un commandement négatif juste opposé à un commandement positif, qui est le suivant. Tu es tenu de lui rendre son gage. Quant au sifri, il s'exprime ainsi. Tu es tenu de lui rendre. Le fait que ce verbe soit répété 2 fois en hébreu enseigne que ce dont il se sert la journée doit lui être rendu pour la journée, que ce qui l'emploie la nuit doit lui être rendu pour la nuit. Par exemple, sago, gros manteau ou matelas ou couverture en laine brute pour la nuit et une charrue pour la journée. Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans le chapitre 9 de Baba Metzia. Commandement négatif numéro 240, c'est l'interdiction qui nous a été faite de refuser un gage à son propriétaire au moment où celui-ci en a besoin. Au contraire, s'il s'agit d'un objet dont on se sert pendant la journée, il faut le lui rendre pendant la journée, tandis que lorsqu'il s'en sert la nuit, on doit le lui remettre pour la nuit, comme l'affirme la Mishnah. Il rend l'oreiller la nuit et la charrue le jour. L'interdit concernant ce sujet est formulé dans la Torah en ces termes. Et si c'est un pauvre, tu ne dois pas te coucher nanti de son gage. Le sifri s'exprime ainsi. Tu ne dois pas te coucher alors que son gage se trouve encore chez toi. Au contraire, rends-lui ce qu'il n'est pas en mesure de remplacer, vu son indigence. Ainsi que cela a été précisé dans la Torah, car c'est là sa seule couverture, c'est le vêtement de son corps. Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées au chapitre 9 de Baba Metzia. Amen. 3 Prakim. Sefer Mishpatim, loi relative au prêteur et à l'emprunteur, chapitre 10. De même qu'un vendeur a le droit de fixer un prix de vente anticipé suivant le cours du marché, de même il est permis d'emprunter des produits sans spécification et de rendre la même quantité de produits sans spécification, sans fixer d'échéance, en se basant sur le cours du marché, prix auquel il est possible d'acheter ces produits. Comment cela? Si le cours est fixe et connu de tous les deux et que l'un emprunte à l'autre 10 CA de blé, il est tenu de lui restituer 10 CA de blé. Quand même le prix du blé aurait augmenté, en effet, lorsqu'il lui a emprunté le blé, le cours était connu. Et s'il avait voulu, il aurait pu acheter du blé et le lui rendre immédiatement, car aucune échéance n'a été fixée. Si l'emprunteur possède des produits de l'espèce qu'il emprunte, il a le droit d'en emprunter sans spécification en ne fixant pas d'échéance. Et il les rend sans spécification, bien que le cours officiel n'ait pas encore été publié. Et même s'il ne possède qu'un CA de ce type de ce produit, il peut emprunter de ce fait plusieurs CA. S'il a une seule goutte d'huile ou de vin, il peut emprunter de ce fait plusieurs jarres de vin ou d'huile. Mais si l'emprunteur ne possède aucun produit de ce type et que le cours du marché ne soit pas encore fixe, ou bien qu'il ne le connaisse pas, il lui est défendu d'emprunter un CA de produit pour en rendre un CA. De même pour les autres marchandises, il ne faut pas en emprunter sans en avoir fixé le prix. Et si les produits ont été empruntés sans que leur prix ne soit fixé au moment de l'emprunt et que leur valeur est diminuée, l'emprunteur rendra la même mesure ou le même poids de produit qu'il a emprunté. Et si leur valeur a augmenté, le prêteur en recevra la contre-valeur au moment de l'emprunt, même si l'emprunteur possède des produits de ce type ou si le cours est fixe au marché. Il lui est défendu d'emprunter des produits contre remboursement de la même quantité de produits en fixant une échéance, car on présume qu'il fixe cette échéance en pensant que le prix des produits augmentera alors. Plutôt, il emprunte les produits sans spécification et les rembourse quand il désire.
Un homme ne doit pas dire à un autre, prête-moi un quart de blé et je te rendrai un quart de blé au moment de l'engrangement. Mais il peut lui dire, prête-moi du blé jusqu'à ce que mon fils, qui a la clé de mon entrepôt où se trouve le blé, vienne, ou jusqu'à ce que je trouve la clé de mon entrepôt. Aurait-il emprunté des produits jusqu'à une époque déterminée, ce qui est interdit? Si leur prix diminue, il rend la même quantité de produits à l'échéance fixée. Et si leur prix augmente, il paye le prix que coûtaient ces produits au moment du prêt. Un homme peut prêter à son métayer du blé pour l'ensemencement, contre remboursement de la même quantité de blé au moment de l'engagement, que ce soit avant ou après la venue du métayer dans le champ pour commencer son travail. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Là où l'usage est que le métayer fournisse lui-même les semences qu'il sème dans le champ. Car le propriétaire peut congédier le métayer tant qu'il n'a pas fourni les semences. En revanche, là où l'usage est que le propriétaire de la terre fournisse les semences, c'est seulement si le métayer n'est pas encore venu travailler dans le champ qu'il a le droit de lui prêter du blé contre remboursement de la même quantité de blé, car il peut encore le congédier. Ainsi, lorsque le métayer vient dans le champ, c'est-à-dire commence à travailler, il y vient dans l'intention de rendre le blé que le propriétaire lui a prêté. Toutefois, après la venue du métayer dans le champ, étant donné que le propriétaire ne peut plus le congédier, le métayer est considéré comme tout homme. Il est défendu de lui prêter du blé pour l'ensemencement contre le remboursement de la même quantité de blé à une date déterminée, au moment de l'engrangement. Mais il peut lui prêter du blé contre le remboursement de la même quantité de blé sans stipulation, c'est-à-dire sans échéance, en s'appuyant sur le prix du marché, comme pour toute personne. Soit le cas suivant. Un homme doit une somme d'argent à un autre. Ce dernier lui dit, donne-moi mon argent, car je désire l'utiliser pour acheter du blé. Il lui répond, va, compte-moi la quantité de blé correspondant au montant de ma dette selon le cours actuel. Et voici, tu as chez moi cette quantité de blé qui t'est due. Si le débiteur a une quantité de blé correspondant au montant de la créance, cela est permis. Mais s'il n'y a pas de produit de cette espèce, cela est interdit. En effet, ce n'est que dans le cas d'un acheteur qui paye des produits par avance que les sages ont dit qu'il est permis de fixer un prix suivant le cours du marché, même si le vendeur ne possède pas du tout ce type de produit. En revanche, celui qui souhaite établir son emprunt sur une quantité de produits n'a le droit de le faire que s'il possède les produits en question. Dans le cas où l'emprunteur possédant du blé a établi son emprunt sur du blé. Si le créancier vient ensuite lui dire « Donne-moi le blé, car je désire le vendre et utiliser l'argent de la vente pour acheter du vin. » Et que l'autre lui réponde « Va, compte-moi la quantité de vin que je te dois selon le cours actuel. » Cela est permis s'il a du vin, et le prêt devient alors une dette de vin. Mais s'il ne possède pas de vin, cela est interdit. Si le débiteur ne possédait pas les produits et a transgressé en transformant le prêt d'argent en dette de produits, même s'il achète des produits par la suite, il n'est pas tenu de donner des produits à son créancier et lui rend la somme d'argent qu'il lui a prêtée. Sefer Mishpatim, loi relative au prêteur et à l'emprunteur, chapitre 11. Quelqu'un qui prête de l'argent à un autre devant témoin ou qui dit à des témoins, soyez pour moi témoins que je dois amener à celui-ci, ou vous êtes mes témoins que je dois amener à celui-ci. C'est ce que l'on appelle un prêt verbal. Le remboursement ne doit pas nécessairement avoir lieu devant témoin. C'est pourquoi si le débiteur déclare par la suite « j'ai remboursé la dette », il prête un serment d'incitation et il est quitte. En revanche, lorsque le prêt est constaté par acte, le remboursement doit avoir lieu devant témoin. C'est pourquoi si le débiteur déclare ensuite « j'ai payé cette créance », il n'est pas cru. Plutôt on lui dit « ou bien tu produis des témoins, ou bien tu te lèves et tu lui payes son dû ». C'est pourquoi si quelqu'un déclare à des témoins « soyez pour moi témoins que je dois amener à celui-ci », ils ne doivent pas consigner leur témoignage par écrit et donner le document au prêteur pour ne pas faire d'un prêt verbal un témoignage constaté par acte, à moins que l'emprunteur ne leur dise « écrivez un titre de créance, signez-le et donnez-le lui ». Même s'il donne une telle instruction, les témoins doivent à nouveau s'enquérir de son avis après avoir signé le titre de créance et c'est ensuite qu'ils le remettent au prêteur. Mais s'ils ont effectué un kinyan avec le débiteur qu'ils déclarent qu'il doit amener au créancier, ils mettent cela par écrit et donnent l'acte au créancier, bien que le débiteur ne leur ait pas dit « écrivez ».
car un kinyan sans stipulation particulière est destiné à être mis par écrit et les témoins n'ont pas besoin de s'enquérir de l'avis du débiteur. Si un emprunteur écrit de sa main un acte, que des témoins le certifient en opposant leur signature et qu'ils le remettent au prêteur, c'est un acte valide. Et de même, s'il rédige un acte, même s'il n'y a pas là la signature des témoins, mais qui le remettent au prêteur devant témoin, c'est un prêt constaté par acte, à condition que l'écriture ne puisse pas être falsifiée et que les témoins devant lesquels l'acte est remis le lisent. Certains géonymes ont donné comme directive qu'il faut dire aux témoins devant lesquels le titre est remis. Signer sur un acte à part ou témoigner au tribunal que cet acte a été remis devant vous. Si un prêteur produit un écrit la main de son emprunteur attestant de la dette que celui-ci a envers lui, et qu'il n'y ait pas la signature de témoin, bien que l'écriture de sa main ait été authentifiée au tribunal, cela a en tout point le statut d'un contrat de prêt verbal. Par conséquent, si le débiteur déclare avoir remboursé cette dette, il prête un serment d'incitation et le quitte. Par ailleurs, le créancier ne peut pas utiliser cet écrit pour recouvrer sa dette sur la succession ou sur les biens des acheteurs. Pour tout prêt constaté par acte, le prêteur peut recouvrer son dû sur la succession ou sur les biens des acheteurs, comme il sera expliqué. Et dans le cas d'un prêt verbal, le prêteur peut percevoir son dû sur la succession, mais non sur les biens des acheteurs. En effet, une telle créance n'est pas notoire, c'est pourquoi il ne peut pas évincer les acheteurs. En revanche, un prêt constaté par un acte est notoire, et l'acheteur a causé sa propre perte en ne se renseignant pas suffisamment pour savoir que ces biens étaient affectés en garantie de la créance, puisque tous les biens d'un emprunteur sont affectés en garantie du remboursement du prêteur selon la loi de la Torah. L'acheteur évincé d'un champ qui lui a été vendu devant témoin peut même, s'il n'a pas d'acte de vente en sa possession, opérer une saisie sur les biens aliénés par le vendeur à compter de la vente de ce champ sur lesquels il dispose d'un droit de suite, comme il sera expliqué, car toute vente se fait publiquement et est fait notoire. Dans un cas d'un prêt verbal, le créancier ne peut percevoir son dû sur la succession que dans l'un des trois cas suivants. A. Le débiteur a reconnu cette dette et alors malade, il a donné comme instruction qu'un tel était encore une créance sur lui. B. Le prêt était assorti d'une échéance de remboursement et celle-ci n'était pas encore arrivée. Or, on a pour présomption qu'un homme ne paye pas sa dette avant l'échéance. C. Le débiteur a été mis au ban de la communauté pour son refus de payer sa dette jusqu'à ce qu'il paye et il est mort alors qu'il était sous le coup du ban de la communauté. Dans tous ces cas, le créancier peut recouvrer sa créance sur les biens des héritiers sans prêter serment. En revanche, dans le cas où aucune de ces conditions n'est remplie, même si des témoins viennent et attestent que le défunt devait amener à un tel, ou s'il déclare « il lui a prêté de l'argent devant nous », le créancier ne perçoit rien des héritiers, de crainte que leur défunt père n'ait payé sa dette. En effet, un prêt consenti devant témoin ne doit pas nécessairement être remboursé devant témoin. Et de même, si le créancier produit un document écrit de la main de leur père faisant mention d'une dette envers lui, il ne peut rien percevoir au moyen de ce document, comme nous l'avons expliqué. Un emprunteur qui ne possède pas de biens meubles, mais des biens immeubles. Si le tribunal sait qu'il impute son argent à autrui, il le force à vendre ses biens immeubles pour payer son créancier, et si le tribunal n'a pas connaissance d'un tel fait, il proclame un érem contre celui qui a connaissance des biens meubles que possède le débiteur et ne les apporte pas. Puis il effectue une saisie sur ces biens, c'est-à-dire ces terres de moyenne qualité, pour payer son créancier. Comme il sera expliqué. Dans quel cas cela s'applique-t-il lorsqu'il recouvre sa créance sur les biens de l'emprunteur lui-même? En revanche, celui qui recouvre son dû sur la succession, que l'héritier soit mineur ou majeur, il ne recouvrera pas sa créance sur des biens même si ceux-ci ont été mis en dépôt ou consentis en prêt à un tiers par le débiteur et ne sont pas encore en la possession des héritiers. Car les biens meubles ne sont pas affectés en garantie du paiement d'un créancier selon la loi de la Torah, Sefer Infra, paragraphe 11. C'est une misva pour les orphelins que de payer les dettes de leur père avec les biens meubles qu'il a laissés. Toutefois, si l'héritier ne désire pas payer cette dette avec les biens meubles dont il hérite, on ne l'y oblige pas. Et si le créancier les a saisis du vivant de leur père, il peut recouvrer sa créance sur ceux-ci. Si le créancier prétend qu'il s'est saisi des biens meubles de son débiteur du vivant de celui-ci et que l'héritier prétende qu'il s'en est saisi post-mortem, c'est à l'héritier qu'il appartient d'apporter une preuve à ses dires. Ou bien, en l'absence de preuve de sa part, le prêteur prête serment que le défunt lui doit telle somme et il peut prétendre jusqu'à concurrence du prix de ses biens.
Et il inclut dans son serment qu'il s'en est saisi du vivant de son débiteur si ce sont des titres de créance qu'il a saisis et qu'il prétende qu'ils sont un gage en garantie de sa créance dont il s'est saisi du vivant de son débiteur. C'est au prêteur d'apporter la preuve qu'il s'en est saisi du vivant de son débiteur. Et s'il ne fournit pas de preuves, ils sont restitués aux héritiers, parce que le prêteur ne revendique pas l'acquisition des documents même de la preuve, c'est-à-dire de la créance, y est constatée. Si des orphelins ont perçu un bien immeuble en paiement d'une créance que leur père avait sur une autre personne, le créancier de leur père peut le leur prendre, car ce bien immeuble appartenait à leur père, c'est-à-dire qu'il était affecté en garantie de sa créance et donc en garantie de la créance de son créancier. Soit le cas suivant, Réhouven vend un champ à Shimon avec une garantie hypothécaire en cas d'éviction. Shimon ne paye pas immédiatement et établit la somme d'argent due à titre de paiement du champ comme un prêt qu'il doit rembourser à Réhouven. Puis Réhouven décède. Le créancier de Réhouven vient évasser Shimon qui l'apaise avec de l'argent, la somme d'argent due aux héritiers de Réhouven. Et le créancier se retire. Dans pareil cas, selon la loi, les héritiers de Réhouven peuvent poursuivre Shimon au tribunal pour le remboursement du prêt qu'il a établi sur lui car cette dette n'était pas affectée en garantie pour le paiement du créancier de leur père Réhouven. C'est pourquoi, si Shimon est astucieux, il donne aux orphelins le bien immeuble qu'il a acheté à Réhouven en remboursement du prêt qu'il a établi sur lui. Puis il le leur retire du fait de la somme d'argent qu'il a payée au créancier de Réhouven pour ne pas être évincé du champ car il a acheté ce champ à Réhouven avec une garantie hypothécaire. Tous les derniers Géonim ont déjà institué qu'un créancier puisse recouvrer sa créance sur les biens meubles de la succession. Et c'est ainsi que l'on juge universellement tous les tribunaux juifs. En Occident, cependant, on écrivait dans les titres de créance une clause supplémentaire indiquant que le créancier pouvait recouvrer sa créance sur les biens immeubles ou meubles de son débiteur, que ce soit de son vivant ou post-mortem. Ainsi, le créancier avait-il, du fait de cette clause, plus de droit dans le recouvrement de sa créance qu'en vertu de la seule ordonnance des Géonim. Cette clause était également une grande barrière érigée par les sages d'Occident, de crainte que l'emprunteur n'ait pas eu connaissance de cette ordonnance des Géonim, et que les biens des orphelins leur soient alors retirés illégalement, car il n'est pas dans le pouvoir d'une ordonnance des derniers sages d'y contraindre les orphelins. Sefer Mishpatim, loi relative aux prêteurs et à l'emprunteur, chapitre 12. En dehors des 3 cas mentionnés au chapitre 11, paragraphe 6, on ne recouvre une créance sur la succession que si les héritiers sont adultes. En revanche, des héritiers mineurs, on ne peut pas obtenir d'eux le paiement d'un titre de créance. Quand même, il figurerait dans l'acte quelle clause que ce soit, le prêteur ne pourrait rien percevoir avant que les orphelins ne deviennent adultes, de crainte qu'ils ne deviennent une preuve permettant de casser le titre de créance. Si la créance est un prêt à intérêt consenti par un gentil, de sorte que les intérêts consument les biens, on leur désigne un tuteur et on s'occupe de leurs biens que l'on vend pour rembourser la dette. Et de même, quand une femme demande le paiement de la somme d'argent qui lui est due en vertu de son contrat de mariage, qu'elle soit veuve ou divorcée, on désigne un tuteur pour les orphelins et on s'occupe de recouvrer cette somme sur les biens du défunt pour la grâce de la femme afin qu'elle ait quelques possessions pour pouvoir se remarier. C'est pourquoi, si la femme s'est hâtée de se remarier et qu'elle vienne ensuite demander le recouvrement de la somme d'argent qui lui est due en vertu de son premier contrat de mariage sur les biens dont ont hérité les orphelins, on ne s'en occupe pas jusqu'à ce que les orphelins atteignent l'âge adulte. Car dans le cas d'une veuve, les biens ne souffrent pas de perte puisqu'une fois remariée, elle n'a pas droit à la pension alimentaire et la raison de la grâce n'est pas invocable puisqu'elle s'est déjà remariée. Certains Géonim ont légiféré que si les biens de la succession ont une valeur inférieure ou égale seulement à la somme d'argent mentionnée dans le contrat de mariage, on ne s'occupe pas du recouvrement de cette somme, car les orphelins n'en tirent aucun bénéfice. Selon cette opinion, ce qu'ont dit les sages, on s'occupe de recouvrer la ketouba sur les biens des orphelins, était uniquement dans le but que les biens ne diminuent pas du fait de la pension alimentaire. Mais cette femme, étant donné qu'elle prend tous les biens des orphelins, quels bénéfices les orphelins mineurs ont-ils pour que l'on s'occupe de recouvrer la ketouba sur les biens hérités? Ces Géonim n'ont pas pris en compte la grâce de la femme pour se remarier.
Si le défunt dont ils sont les héritiers a donné comme instruction donner un mané à un tel ou donner un champ à un tel, on s'occupe de satisfaire sa demande avec les biens des orphelins mineurs après leur avoir désigné un tuteur pour plaider leur cause. Mais si le défunt a déclaré donner ce mané à un tel ou ce champ à un tel, on donne le bien désigné à l'intéressé sans avoir besoin de nommer de tuteur pour les orphelins. S'il se trouve qu'un bien immeuble parmi les biens de l'héritage fait l'objet d'une contestation selon laquelle il ne leur appartient pas, le demandeur affirmant que c'était un bien volé entre les mains du défunt dont ils sont les héritiers, on désigne un tuteur pour plaider leur cause au jugement. S'il se trouve effectivement que ce bien a été volé, on le restitue à son légitime propriétaire. Et de même, dans le cas où un mineur, à l'aide de ses esclaves, est entré dans le champ d'autrui et en a pris le contrôle, on ne dit pas « attendons qu'il devienne adulte pour porter l'affaire en jugement ». Plutôt, on l'en exproprie et lorsqu'il sera adulte, s'il a des témoins attestant que cette terre lui appartient, il produira ses témoins. Un bien immeuble qui est en la possession des héritiers mineurs est connu comme ayant appartenu à leur défunt père. Si quelqu'un vient et prétend l'avoir acheté à leur défunt père dont ils sont les héritiers, et qu'il ait des témoins attestant qu'il a acquis une présomption de propriété en jouissant des fruits de la terre pendant les années suffisantes, c'est-à-dire 3 ans consécutifs du vivant de leur père, sans aucune protestation de sa part. On ne retire pas les lettres aux orphelins tant qu'ils ne sont pas devenus adultes. La raison est que l'on n'accepte pas de témoins en l'absence de l'autre partie, le défendeur, et un mineur est considéré comme absent. Mais si le demandeur produit un acte de vente stipulant qu'il a acheté cette terre, il authentifie l'acte et on retire la terre aux orphelins après leur avoir désigné un tuteur pour plaider leur cause. Lorsque le tribunal s'occupe de la vente des biens des orphelins pour recouvrer les dettes, il évalue la terre saisie, puis publie sa mise en vente aux enchères pendant 30 jours consécutifs ou les lundis et jeudis pendant une durée de 60 jours. L'annonce est faite le matin et le soir quand les ouvriers viennent au travail et quand ils prennent congé. Quiconque désire l'acheter peut emmener ses ouvriers et l'examiner. Lors de la publication de la mise en vente aux enchères de la terre, on définit le champ par ses limites. On en indique le rendement, l'estimation de prix et la raison pour laquelle on désire le vendre. C'est-à-dire si c'est pour le paiement d'un créancier ou pour le paiement de la somme d'argent mentionnée dans le contrat de mariage d'une femme, parce que certaines personnes préfèrent payer un créancier et d'autres préfèrent payer à une femme la somme d'argent qui lui est due en vertu de son contrat de mariage. Lorsque l'on rédige une autorisation de saisie sur les biens des orphelins, qu'ils soient adultes ou mineurs, on écrit « Nous avons reconnu que ces biens sur lesquels nous donnons cette autorisation de saisie sont ceux d'un tel qui est décédé. Et si cela n'a pas été écrit, l'autorisation de saisie est invalide et le créancier ne peut pas jouir des fruits même après la fin des publications. » Un tribunal qui a vendu un bien de la succession sans publication de la mise en vente est considéré comme ayant commis une erreur sur un point explicitement mentionné dans la Mishnah. Par conséquent, la vente est nulle et le tribunal doit de nouveau vendre le bien avec publication de la mise en vente. Quand au tribunal vend un bien de la succession, les orphelins en ont la responsabilité, c'est-à-dire que l'acheteur évincé peut se retourner contre eux. Un tribunal qui a publié la mise en vente d'un bien, comme il se doit, en faisant une étude très attentive et en étant minutieux dans l'estimation de la valeur du bien, même s'il a commis une erreur et vendu un bien d'une valeur d'un mané 100 sous pour 200 sous, ou un bien d'une valeur de 200 sous. Pour un mané, sa vente est effective. Mais s'il n'a pas fait d'études attentives sur l'estimation, il n'a pas rédigé de rapport d'investigation qui fait état de la minutie dans l'estimation et de la publication, et a commis une erreur, majorant ou diminuant le prix d'un sixième, sa vente est nulle. En cas d'erreur de moins d'un sixième, sa vente est effective. Et de même, si un tribunal a vendu une terre à un moment où aucune publication n'est nécessaire et commis une erreur en diminuant ou en majorant le prix d'un sixième, sa vente est nulle. Même s'il a publié la mise en vente, s'il s'est trompé sur moins un sixième, sa vente est valide, même si aucune publication n'a été faite parce que la publication n'était pas nécessaire à ce moment. À quel moment la publication n'est-elle pas nécessaire? Lorsqu'un bien immeuble de la succession est vendu pour payer l'enterrement, pour payer la pension alimentaire de la femme veuve et des filles ou pour payer la part du roi, la capitation, aucune publication n'est nécessaire car la chose est urgente. Et de même, quand un tribunal vend des biens pour lesquels la publication n'est pas nécessaire, s'il commet une erreur en majorant ou diminuant d'un sixième du prix réel, sa vente est nulle.
En cas d'erreur inférieure à un sixième, sa vente est effective. Tels sont les biens pour lesquels on ne fait pas de publication, les esclaves, les titres de créance et les biens meubles. En voici la raison. Les esclaves de crainte qu'ils l'entendent et s'enfuient, et les titres de créance et biens meubles de crainte qu'ils soient volés. C'est pourquoi pareils biens sont évalués au tribunal et vendus immédiatement. Et si le marché est proche de la ville, on les emmène au marché pour qu'ils y soient mieux vendus. Amen.